C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français. Clôture ce lundi des consultations directes de 2 jours entre les émissaires des gouvernements de Bujumbura et la plateforme qui regroupe les partis de l'opposition au scénario de Giriteka. Dans ces consultations qui se sont déroulées à Helsinki, la capitale finlandaise, rien ne semble filtré après cette rencontre qui n'était pas la première entre ces deux parties. Plus de précisions avec Bertrand Ngendakouli. Ces consultations sont les 5e du nom si l'on se réfère au nombre de rencontres qui ont déjà eu lieu entre les deux délégations sous la roulette de Crisis Management Initiative. Selon nos sources, les représentants du parti au pouvoir CNDD-FDD étaient Edouard Nduimana, l'actuel ombudsman, Zenon Daruvukanye, député et membre du conseil des sages du parti présidentiel, et 2 autres députés, Georges Nshimirimana et Jean-Pierre Sinzinhayo. D'autres sources au sein du parti CNDD-FDD nous ont fait savoir que la délégation de Bujumbura comprenait également un général de l'armée burundaise et un autre de la police. Selon toujours nos sources, le scénario de Giriteka a été représenté dans ces consultations de 2 jours par Jean Minani, le chargé des négociations au sein de cette principale plateforme de l'opposition, Frédéric Bamvuginyo-Vila, président du parti Sawanya Frodebu, Leonidas Atungimana, qui est à la tête du parti PPD Girijambo, créé par les fondeurs du parti présidentiel, et le 4e est le représentant du parti MSD. Ces consultations pilotées par l'organisation CMI ont débuté en février 2016. Le détail qui change tout aujourd'hui en comparant la qualité des personnalités présentées autour de la table de ces consultations initiées par CMI et la qualité des personnalités représentées au pourparlers pilotées par la communauté est-africaine, c'est que Bujumbura discute cette fois-ci avec quelques-uns des vrais protagonistes dans le conflit burundais. Merci à Bertrand Ngendakouli. Les probables consultations qui se déroulent à la capitale finlandaise Helsinki entre la délégation de Bujumbura et les représentants des partis de l'opposition du scénario de Giriteka. C'est un signe éloquent que les autorités burundaises et son opposition ont la volonté de s'asseoir ensemble. Jean-Claude Nkundoa, du domaine de la résolution pacifique des conflits, explique qu'il s'agit d'un phénomène normal où les partis se cachent pour chercher comment ils peuvent amorcer les négociations dans un milieu secret, et avec un facilitateur aussi qui ne sont pas connus dans ce domaine. Écoutez Jean-Claude Nkundoa, il est expert en résolution pacifique des conflits. En réalité, dans la plupart des cas, quand les négociations qui résout des problèmes plus sérieux que ceux du Burundi, souvent sont commencés par des pourparlers cachés, souvent organisés par des individus ou bien des institutions qui ne sont pas toujours connues comme des institutions impliquées dans la résolution de ce problème. Et souvent aussi, ça se passe dans des milieux qui ne sont pas toujours identifiés ou parlés, comme des milieux choisis, comme Arusha, Entebbe et les autres. Et aussi, l'autre signe, c'est qu'on a aussi cette règle de cacher des informations. Donc, en combinant tous ces éléments, ça peut nous donner l'idée que c'est le commencement des pourparlers. Donc, il reste seulement à attendre qu'il révèle réellement ce qui se passait à Helsinki, et comme ça, les gens vont pouvoir affirmer. Mais aujourd'hui, c'est juste pour supposer, essayer aussi de lire des lectures et des faits pour pouvoir imaginer. Donc, c'est cela personnellement qui me dit que les pourparlers qui sont en cours, qui viennent de terminer plus tôt, montrent le début des vraies négociations. Le pouvoir de Bujumbura aurait constaté qu'il doit impérativement négocier avec son opposition, comme l'a dit l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Michel Kafando. Cependant, il doit garder sa force et de ne pas se montrer faible devant sa population. Ces consultations de Helsinki est la voie qui protège le gouvernement contre cette faiblesse et d'accepter ce qu'il a déjà refusé depuis longtemps comme solution à la crise burundaise. Encore une fois, Jean-Claude Nkundoa. Je peux croire que finalement, Bujumbura, même s'il n'aura pas de bonne volonté, il est sous pression et à l'étape de finalement céder et accepter. Cela est montré par des différents signes,
qu'on a observées très récemment. Notamment, ce sont les rencontres qui ont été organisées à l'intérieur avec les partis politiques à l'interne du pays, où le gouvernement a montré un comportement d'évitement. Ce comportement, souvent, est posé quand on est sous menace et on essaie toujours de chercher des raccourcis et d'éviter le chemin dans lequel on est invité. Donc, c'est peut-être pour montrer, on est en train de le faire, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Mais quand on a aussi vu la déclaration du président Museveni lors de la commémoration des réfugiés au niveau mondial, où le monde entier se focalisait sur les réfugiés présents en Ouganda, il a montré aussi qu'il a finalement, il met la pression sur Bujumbura. Ça aussi, c'est aussi montré par la visite du président en Tanzanie, où on a révélé l'agenda, mais ce qui a été dit publiquement n'était pas ce qui était dans le noyau de l'agenda. L'autre chose, c'est la visite du représentant des Nations Unies au Burundi et le rapport qu'il a publié devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, un rapport apparemment qui a été beaucoup respecté. Cela montre que c'est la conclusion. Maintenant, alors, on attend que le gouvernement accepte, mais ça va être difficile que le gouvernement accepte publiquement parce que cela informerait au peuple que le gouvernement est devenu faible. On va cacher l'information jusqu'au temps où il ne sera pas possible de révéler l'information. Vraiment que ça peut y avoir des faiblesses qui ne sont pas visibles, mais en réalité, selon la règle générale, je pense que le début est sérieux. Ça montre qu'on commence un chemin très sérieux. Maintenant, alors, il restera aux partis de définir des craintes, des besoins et aussi des positions qui ne peuvent pas céder et des positions qui peuvent céder. C'est ça peut-être qui est en train d'être discuté et je crains même qu'on n'aura pas le rapport. Après, c'est pour parler. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque parti va partir à briefer son parti. Et puis, ils vont décider sur des positions qu'on va prendre, qu'on ne va pas céder, et aussi essayer de discuter sur des compromis. Peut-être ça peut être aussi une autre rencontre cachée, pour qu'on arrive finalement à apparaître à Arusha ou bien à Entebbe avec des positions plus claires sur lesquelles on va négocier, et des intérêts à partager, et aussi des besoins à préserver. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens devraient suivre de près le processus parce que c'est le processus qui informe la solution. Voilà, c'était Jean-Claude Denghundoua. Il est expert à résolution pacifique des conflits. Droits de l'homme à présent dans la série de témoignages sur les viols commis par les agents de l'ordre et les miliciens Imbonerakure du CNDD-FDD. Nous vous présentons un cas d'une femme réfugiée qui a été violée par les Imbonerakure dans le quartier de Chibitoke dans le mois de février 2016. Ils l'ont violée devant ses propres enfants et son mari. Et son frère qui était là a été tué sur place, blessant son mari à l'aide des armes blanches. La femme a passé 7 mois sur le lit de l'hôpital militaire où son mari l'a rejoint quelques jours après, alors qu'il venait d'être retrouvé dans la localité de Kidumbuge, c'est dans la zone de Kinama. Suivez son témoignage. C'était aux environs de 19h. Nous étions encore au salon et mon mari venait du travail. Ils se sont introduits, ils ont ligoté mon mari et mon petit frère. Mes enfants étaient encore là, en train de regarder la télé. C'était au nombre de 7 personnes. Ils ont éteint la télé avant de me déshabiller pour me violer devant mes enfants, mon mari et mon petit frère. Après le tour de ces 7 miliciens, ils ont tiré sur mon mari et l'ont blessé à l'aide des armes blanches. Mon frère, lui, était déjà assassiné à ce moment. Après ces scènes, j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvé état sur le lit de l'hôpital militaire, me disant que je venais d'y passer 7 mois. Selon les informations que j'ai reçues à ce moment, ces Imbonerakure ont fait exploser une grenade avant de quitter notre ménage. Dieu merci, l'un de nos enfants a été légèrement blessé au niveau de la tête.
mfite umwana yakomeretse mu mutwe ariko iyo narakinze ntacyakomeretse afite ubwenge. Et son mari a été tué alors qu'il cherchait à évacuer sa famille vers les pays voisins. La femme dit avoir constaté qu'elle a le virus du sida qu'elle affirme avoir atteint lors de ce viol. Son mari a été tué avec plusieurs autres citoyens qui tentaient de quitter le pays sur les passages des 3 Croix-Stères. Ces personnes, faites des enfants et des femmes seulement, ont eu la permission de continuer le voyage. Les autres ont été tués à l'aide des armes blanches. C'était au niveau de la commune de Bukeye, de la province de Muramvya, au centre du pays. Encore une fois, son témoignage. Bambwira ko bagiye kumutahana bita mu Kidumbugu ariko ntiyapfuye. Ces Imbonerakure avaient jeté mon mari dans le quartier de Kidumbugu, croyant qu'il était déjà mort. Il m'a rejoint quelques jours après dans l'hôpital militaire. Dès la sortie de l'hôpital, il a voulu que toute la famille fouille ces Imbonerakure. Malheureusement, nous avons été arrêtés au niveau de Bukeye. Mon mari était venu avec le véhicule qui était derrière le nôtre. Il nous a trouvés, moi et mes enfants, assis sous l'ordre des gens qui nous avaient arrêtés. Mon mari s'est rendu devant ces gens. « S'il vous plaît, ne tuez pas ma femme et mes enfants. Tuez-moi à leur place. » Ola a été vite pris avec ses biens. Il m'a dit, comme son dernier mot, « Videz les lieux, sauvez-vous. » Arrivé au cas de réfugiés, les tests médicaux ont prouvé que j'ai atteint le VIH-Sida. Sur 3 Croix-Stères, seules 16 personnes ont été sauvées. Les autres ont été tuées à l'aide des armes blanches. Ces 16 sont uniquement des enfants et des femmes. Ils nous accusaient d'être des malfaiteurs qui fuient le pays. Voilà, c'est par cette campagne électorale du Rwanda voisin que nous mettons point à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.